Si votre majesté voulait bien attacher cette cocarde à son chapeau, elle comblerait de joie ses loyaux sujets. Peut-être, monsieur de Lafayette, vous pourriez l'attacher vous-même. Nous sommes en juillet 1789. Le roi vient de se soumettre à l'Assemblée nationale qui est devenue constituante. Le coup d'État proprement dit du tiers-État est fait. À lui désormais le pouvoir politique qu'il partage avec le roi dans un équilibre incertain. À la constituante désormais d'utiliser ce pouvoir politique pour modifier, enfin, la Constitution au sens large, c'est-à-dire la Constitution sociale, puis la Constitution au sens étroit, c'est-à-dire le politique. Salut, bienvenue sur ma chaîne Fragora pour ce nouvel épisode de ma série consacrée à l'histoire des régimes politiques français. Épisode qui portera sur la Révolution proprement dite, c'est-à-dire concrètement l'œuvre politique et sociale de la Constituante. C'est durant cette période cruciale, entre l'été 1789 et l'été 1791, que la Révolution proprement dite va se jouer. Oui, puisque c'est pendant cette période que la Constituante va achever de manière irrémédiable la vieille société monarchique française hiérarchique et inégalitaire pour lui substituer une nouvelle société plus moderne. Dans ce nouveau contexte social, il apparaît urgent de repenser le politique. Le travail constituant se dégage dès lors inéluctablement de tout ancrage historique pour s'orienter dans une voie résolument novatrice. Fini les ordres et fini les privilèges, place à la société des égaux. Fini l'absolutisme aussi, mais pour le remplacer par quoi? Voilà la question essentielle. Dans ce nouvel épisode, nous verrons d'abord comment la Révolution a modifié la constitution sociale, c'est-à-dire les fondements mêmes de la société, en faisant passer l'esprit du siècle dans les institutions, avant de finir avec le changement de constitution politique, c'est-à-dire en fait la vie politique de ce qu'on appellera la constituante et des travaux préparatoires à son œuvre, la Constitution de 1791. Dans l'épisode précédent, on a vu comment le processus révolutionnaire, qui est lancé avec le coup d'État du tiers, amorce le transfert de la souveraineté du roi vers l'Assemblée. Et donc ça signifie que désormais le roi n'est plus seul et que l'Assemblée détient une part de l'autorité. Et ça, c'est une brèche très sérieuse dans les institutions féodales, brèche dans laquelle, évidemment, l'esprit du siècle va immédiatement s'engouffrer. Comme on l'a vu dans un épisode antérieur, la Révolution a été dans les esprits avant de se faire dans les faits. Et la Révolution a été faite dans les esprits parce que les grands esprits étaient un but de l'esprit du siècle qui vise à secouer tous les jougs, qui s'incarnent dans les préjugés qui sont contraires à la raison, à la nature et au bonheur. On a vu que l'application de cet esprit du siècle conduisait mécaniquement à remettre en cause le préjugé religieux et la société féodale fondée sur la séparation hiérarchique entre les trois ordres et le pouvoir structurant des corps intermédiaires. L'Assemblée s'étant saisie de l'autorité, elle va pouvoir faire passer cet esprit nouveau directement dans les institutions sociales pour changer la Constitution au sens large. Il faut qu'on aborde 3 points ensemble. Premièrement, l'abolition des privilèges avec la nuit du 4 août. Deuxièmement, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, avant de voir, troisièmement, comment est-ce que le changement de constitution sociale s'est traduit en pratique dans les faits. La nuit du 4 août est généralement considérée comme portant abolition du régime féodal, car c'est au cours de cette séance de la Constituante que sont abolis les droits et les privilèges féodaux des classes, mais aussi des provinces, des villes et des corporations. Alors, c'est un raccourci qui est historiquement un peu rapide, mais qui est symboliquement juste. La nuit du 4 août est avant tout une réponse politique à l'extension rapide du processus révolutionnaire au mois de juillet 1789. La prise de la Bastille va libérer une vague de révoltes locales où vont tomber les bastilles locales. En particulier dans les campagnes, on se met à craindre des périls imaginaires avec des rumeurs de troupes royalistes massacrant les révolutionnaires qui fusent d'un peu partout. C'est la grande peur,
où les paysans vont frapper et s'attaquer de manière préventive aux seigneurs, à leurs biens et à leurs archives. L'Assemblée constituante est en train d'élaborer la future Constitution ainsi que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen lorsqu'elle reçoit des récits inquiétants à propos de l'instabilité qui sévit en France. Face à cette crise, deux solutions sont alors envisagées. La première veut réaffirmer les valeurs de la propriété et donc contrôler la révolte. Concrètement, ça veut dire envoyer la troupe mater cette jacquerie paysanne et protéger les nobles. Alors cette solution elle est vite rejetée car elle n'aurait fait que renforcer l'opposition des paysans au système féodal. La seconde solution envisage d'instaurer un réseau de bureaux de secours qui permettrait d'aider les plus pauvres. Mais cette solution ne répond pas à l'urgence de la situation. Et donc c'est le club des Bretons, futur club des Jacobins, qui lance alors l'idée d'abolir les privilèges. Ne sont pas de vulgaires actes de vandalisme. Ces attaques doivent nous remplir de fierté. Elles sont les bûchers expiatoires des privilèges. Ça, c'est la première utilisation dans l'histoire politique moderne de la France d'une technique politique assez sioux, faire des réformes sociales ou sociétales pour essayer de calmer un mécontentement. Donc ça, c'est pour le contexte. Maintenant, pour les puristes, la nuit du 4 août, c'est certes une nuit de débat intense où les privilégiés vont rivaliser d'idées pour s'auto-spoiler, surtout pour essayer d'échapper à la colère du peuple. Moi, vicomte de Noailles, je propose que tous les privilèges et les droits de la noblesse soient abolis. Moi, comte de Beauharnais, je propose que désormais les emplois soient ouverts à tous, nobles et roturiers. Moi, évêque de Nancy, je renonce au bien que l'Église s'est approprié injustement depuis trop longtemps. Mais l'abolition réelle est un peu plus tardive. Ils se sont saoulés de belles paroles et de bonnes intentions. Et ils vont se réveiller avec une bonne gueule de bois. L'Assemblée va bien sûr prendre une série de décrets, le 4, 6, 7, 8 et 11 août, qui déclarent détruire entièrement le système féodal, mais sans trop préciser ce que ça signifie. Et en fait, il faudra attendre la Convention pour que ce soit, du point de vue juridique en tout cas, véritablement mis fin au régime féodal avec le décret du 17 juillet 1793 qui abolit clairement tous les privilèges existants. Malgré tout, le symbole de la fin du régime féodal est juste. En effet, au-delà d'institutions résiduelles caractéristiques de la propriété féodale, la nuit du 4 août remet en cause toute la structure corporative du royaume, son tissu de dépendance et de privilèges. À sa place, les constituants fêtent l'avènement de l'individu moderne, autonome et égal à ses semblables. Ils fondent une nouvelle société civile, atomisée, prolongeant ainsi sur le plan social la volonté politique exprimée le 17 juin. Alors là, on s'attaque à un monument de l'histoire de la science politique française, si on est un peu chauvin, de l'histoire de la science politique même. Bon, si dans le bon esprit du siècle cet argument d'autorité ne vous a pas convaincu, l'intérêt de ce texte dépasse largement le champ de l'histoire, puisque la déclaration fait partie intégrante de notre constitution actuelle. Et donc ça veut dire que tous ces articles et tous ces principes sont une norme suprême devant lesquelles nos lois doivent s'incliner. C'est pas rien quand même. Et donc ça permet de comprendre au nom de quoi le Conseil constitutionnel censure ou pas aujourd'hui certains bouts de loi. Bon, on est encore très loin de tout ça. Avant de regarder ce qu'il y a dedans, il faut d'abord voir dans quel contexte elle est élaborée. En politique et dans l'histoire des institutions en général, le contexte dans lequel se font les grands textes et se prennent les grandes décisions est aussi, voire parfois plus important que leur contenu. L'esprit d'abord. La déclaration a deux sources d'inspiration principales, l'expérience et la philosophie. L'exemple américain est dans toutes les têtes, en particulier la déclaration d'indépendance de 1776 des colonies américaines contre l'Angleterre, évidemment. Que le premier à présenter un projet de déclaration devant l'Assemblée soit Lafayette est donc particulièrement symbolique, d'autant plus qu'il est conseillé par Jefferson, l'auteur de celle des États-Unis, puisqu'il est alors ambassadeur en France. Malgré ça, les constituants ne se sentent pas asservis par ce modèle, conscients de la différence de situation entre les colonies américaines et la France. Parce que la déclaration d'indépendance des États-Unis avait un but essentiellement pratique,
proclamer la garantie des droits des Américains insurgés contre les Anglais qui avaient violé au détriment des Américains la légalité anglaise. Inspiration philosophique ensuite, car cette déclaration, elle s'apparente à un décalogue, sorte de transposition politique des commandements de Dieu. Ah oui, le besoin est en effet tel de légitimer l'action révolutionnaire que les constituants font confluer vers la déclaration des influences diverses, voire contradictoires. On va trouver des théoriciens du droit naturel, du Locke, du Montesquieu, du Rousseau, des physiocrates. Bref, c'est un joyeux méli-mélo philosophique. Point particulier, les travaux préparatoires montrent clairement le lien indissociable dans la tête des constituants entre ces proclamations et le projet constitutionnel. Le projet de Sieyès, par exemple, s'intitule « Préliminaire de la Constitution ». Celui de Mounier, dont je rappelle qu'il est le président du premier comité de constitution, s'intitule « Projet des premiers articles de la Constitution ». Et au final, c'est un texte assez modéré qui va sortir des travaux, devançant notamment le projet plus radical de Sieyès. Et en pleine discussion, la constituante décide le 27 août qu'il est finalement plus urgent de travailler à l'élaboration de la Constitution et reporte les travaux sur la déclaration qui ne comporte alors que 17 articles. Donc elle sera officiellement adoptée plus tard, mais elle revêt d'emblée une aura sacrée. Mais toujours est-il que la déclaration que nous connaissons aujourd'hui est en réalité un projet inachevé. Et oui, ça fait partie de ces hasards de l'histoire. Point particulier enfin, la déclaration française, conformément à l'universalisme français, à ce penchant français pour le prosélytisme en matière d'idées, accentue encore le côté métaphysique abstrait qui apparaissait déjà si nettement dans les déclarations américaines, et à tel point que Barnave a pu parler de véritable catéchisme philosophique aussi bien que politique. Le monde extérieur a eu tendance à ne voir dans la déclaration que son aspect de catéchisme philosophique, et c'est cet aspect qui a si puissamment agi sur le monde extérieur. C'est cet aspect de métaphysique politique et aussi de messianisme, de prosélytisme quasi religieux qui a donné à la Révolution française son immense portée. Dans l'Ancien Régime et la Révolution, Tocqueville explique que les grandes religions ont réussi à le devenir car elles ont su apporter en général un message dégagé de tout ce qui pouvait être spécial à une époque, à une race, à un peuple, à un état social ou à une forme de gouvernement. Or, la Révolution française, par rapport au monde terrestre, a opéré précisément de la même façon que les révolutions religieuses en vue de l'autre monde. Elle ne s'est pas demandé seulement quels étaient les droits particuliers des citoyens français, elle s'est demandé quels étaient les droits généraux des hommes en matière politique, elle a considéré le citoyen d'une manière abstraite, en dehors de toutes les sociétés particulières. De ce fait, et c'est un point extrêmement important, la Déclaration française était compréhensible par tous et imitable en 1000 endroits à la fois. D'autant plus compréhensible que c'est un texte très court, rédigé dans une langue admirable de clarté et de précision, modèle assez décourageant pour les constituants à venir. Regardons d'un peu plus près le contenu. Dans cet épisode, je vais simplement vous faire un résumé rapide, mais dans une vidéo hors série, j'irai beaucoup plus dans le détail. On l'a dit, l'objectif premier de la nation, comme tout nouveau pouvoir d'ailleurs, elle est d'asseoir sa légitimité, d'où le rejet de toute référence à l'histoire. Bah oui, puisque l'histoire, ce sont les trois ordres, et justement, les trois ordres, on n'en veut plus. Et à l'inverse, on va chercher le retour aux fondamentaux de la société, c'est-à-dire la consécration des droits individuels. Et donc on voit bien que la préoccupation fondamentale, elle est d'abord fondatrice, mais pour autant, il fallait également établir un pouvoir qui soit conforme à cet ordre nouveau, et donc ça veut dire établir un nouveau droit public. Et donc c'est cet équilibre malaisé entre fondation et protection qui va caractériser la déclaration. Donc là, il faut qu'on voit 3 points. Premier point donc, la consécration des droits individuels. Alors la déclaration française, elle avait un but essentiellement pratique, puisqu'implicitement c'est une condamnation des anciens abus. Si on regarde bien les articles, c'est la liberté qui est le thème quantitativement le mieux représenté. On trouve notamment les garanties de liberté individuelle, pour lutter contre les arrestations arbitraires dans l'Ancien Régime, mais aussi la liberté de penser, la liberté religieuse, la liberté de la presse aussi, et la reconnaissance du droit de propriété. Ça, c'est pour les bourgeois surtout. Avec l'égalité, le discours tenu est peut-être moins solennel, mais il est en tout cas plus concret. On y trouve bien sûr l'égalité devant l'impôt, finito les privilèges,
mais aussi l'égalité d'accès aux emplois publics et surtout l'égalité devant la loi. La loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Au total, liberté et égalité convergent autour de la notion centrale de la loi. Là, je cite l'article 4 de la Déclaration. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Deuxième point, le texte est marqué par une tension entre droit naturel et droit positif qui n'est pas clairement tranchée dans la Déclaration, dont la lecture laisse plusieurs interprétations possibles. Dans une interprétation positiviste, on voit bien que tout tourne autour de la loi, qui détermine tout et fixe les limites de tous les droits et de toutes les libertés. Mais en même temps, certains articles sont franchement hyper universalistes et donc ouverts à toutes les interprétations, à l'image du premier article que je vous cite. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Là, difficile de faire plus droit naturel. Troisième point, la Déclaration a également une portée pratique en ce qu'elle proclame le droit public nouveau et établit donc des orientations constitutionnelles au sens des institutions. La Déclaration mentionne explicitement la nécessité de la séparation des pouvoirs, sans pour autant d'ailleurs préciser comment il faut l'interpréter, proclame le principe de souveraineté nationale, et enfin, triomphe de la vision rousseauiste des choses, écrit que la loi est l'expression de la volonté générale. Bon, tout ça c'est ultra résumé, mais vous inquiétez pas, on retrouvera la Déclaration tout au long de l'histoire, et si vous vous ennuyez, vous pouvez toujours la lire. Tous ces principes et ces déclarations, c'est bien beau, mais dans la pratique, ça donne quoi? Ils se sont saoulés de belles paroles et de bonnes intentions. Et ils vont se réveiller avec une bonne gueule de bois. Et revenir sur tout ce qu'ils ont abandonné. Et bien justement, l'œuvre de la Constituante en 1789 ne va pas rester à de simples mots couchés sur le papier. Au contraire, elle va avoir une portée effective avec des conséquences sur le fonctionnement direct de la société. Malgré les tendances de la propagande contre-révolutionnaire, emmenée notamment en Angleterre par Burke, oui, son nom, à ne voir dans les constituants que de solennels bavards inefficaces, tous les esprits aiguisés, de quelque bord politique qu'ils soient d'ailleurs, ont été frappés à cet égard par le préambule de la Constitution de 1791. Qualifiant ce préambule d'extraordinaire, Marcel Valine, grand professeur de droit public français, avait coutume de dire et d'écrire « On croit y entendre le vent qui déracine les chênes ». Alors, on ne peut pas lui donner tort, car un refrain monotone et puissant y revient « Il n'y a plus ». Je vous propose de vous en lire un petit extrait et de voir si vous entendez ce fameux vent. Il n'y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinction héréditaire, ni distinction d'ordre, ni régime féodal, ni justice patrimoniale, ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune des corporations ou décorations pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse ou qui supposaient des distinctions de naissance, ni aucune autre supériorité que celle des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions. Il n'y a plus ni vénalité, ni hérédité d'aucun office. Il n'y a plus, pour aucune partie de la nation, ni pour aucun individu, aucun privilège, ni exception au droit commun de tous les Français. Il n'y a plus ni jurande, ni corporation de profession, arts et métiers. Mais pourquoi n'est-il plus tout ça? Eh bien parce que l'Assemblée constituante, pour se conformer au principe de la Déclaration des droits, à cette sorte de constitution sociale qu'elle a, je cite, « abolit irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté et l'égalité des droits ». La formule lapidaire est là aussi nette et lourde de sens. Décréter cette abolition dans une monarchie qui est justement fondée sur la distinction et la hiérarchie des ordres, c'est-à-dire précisément sur l'inégalité et le privilège, c'était abattre la vieille société de l'Ancien Régime. C'était créer une nouvelle société, le régime nouveau, que Taine appelle le régime moderne et auquel il consacre les 3 derniers volumes de ses origines de la France contemporaine. Régime moderne à base égalitaire et individualiste. Toutes les conséquences du système des ordres au sens étroit et large du mot se trouvaient balayées par ce vent destructeur.
Reprenons dans cette lumière ce préambule où passe ce fameux vent qui déracine les chaînes. Balayer les trois ordres au sens étroit du mot. Désormais, c'est la bourgeoisie égalitaire et individualiste qui règne sur les ruines de la noblesse et du clergé. Je reviens au préambule. Aucune autre supériorité que celle des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions. Ça, c'est une expression d'une puissante signification, car c'est désormais la fonction qui sera honorée et non plus la qualité de l'homme. Une aristocratie des fonctions au lieu de l'aristocratie des personnes. C'est assez malin. Et comme c'est assez malin, il y a du CIS là-dessous. Comme d'ailleurs, il y a du CIS dans presque tout ce qui est profond, essentiel et durable dans l'idéologie révolutionnaire. Balayer les ordres au sens large. Les corps, corporations, collèges ou communautés, parce que ces ordres sont issus du même esprit que les grands ordres, à savoir l'esprit de corporation. C'est le même anathème qui a frappé les ordres avec un O majuscule qui frappe à présent ces ordres avec un petit O. Je reviens au préambule, il n'y a plus ni jurande, ni corporation de profession, arts et métiers. Concrètement, en fait, ça c'est la destruction de la structure artisanale de l'Ancien Régime, et chacun sait avec quelle brutalité la loi Le Chapelier de 1791 a pris des mesures pour interdire toute reconstitution de fait des corporations. Balayer dans le même esprit les ordres monastiques. Balayer les provinces avec leurs privilèges, il n'y aura plus que des départements égaux en droit. Abolir le régime féodal, conséquence de la hiérarchie des ordres. Cette féodalité était devenue purement civile, elle n'était plus politique. Mais en abolissant cette féodalité civile, la Constitution touche au régime de la propriété, bien qu'elle ait affirmé que la propriété soit inviolable et sacrée. Abolir le système des ordres, ça voulait dire aussi abolir le système successoral fondé sur deux privilèges. Le privilège de masculinité et celui du droit d'aînesse. Concrètement, c'est ce qu'on appelle la loi de primogéniture masculine. L'héritage revient au premier-né garçon. Les constituants n'y manquent évidemment pas, et mettent en mouvement ce que Tocqueville a appelé d'une expression fameuse « la machine à hacher le sol ». Bah oui, parce que quand vous avez le droit d'aînesse, on peut transmettre tout l'héritage au premier-né, donc on garde la propriété complète. S'il faut répartir l'héritage entre tout le monde, ben mécaniquement, vous devez diviser vos biens, vos terres et votre propriété entre tous les enfants. D'où l'expression « machine à hacher le sol ». Fin de la parenthèse. Et je précise, c'est qu'il y a entre tout régime successoral, si technique soit-il, et la constitution sociale, un lien étroit qui n'apparaît pas aux époques calmes de stabilité sociale, mais qui s'impose dès que l'on entre dans des époques moins calmes où tout est remis en question. En même temps, la constituante abolit en tant qu'institution blessant la liberté et l'égalité des droits tout ce qui se rattache à la situation d'exclusivité et de monopole de l'Église catholique, avec la sécularisation systématique de l'état civil. Par exemple, le mariage est laïcisé devient avant tout un contrat civil, ce qui impliquait d'ailleurs fatalement la possibilité du divorce, le consentement pouvant défaire ce que le consentement a fait. Ce sont là de grands et nouveaux changements touchant à bien d'autres choses qu'à la politique pure. Et ces changements, tout comme l'abolition des ordres, amenaient les constituants à comprendre qu'ils transformaient la société et que par conséquent, ils transformaient l'esprit du droit civil. Et donc il convenait, en bons juristes qu'ils étaient, de mettre de l'ordre dans cette matière renouvelée du droit civil, lequel n'est jamais que la traduction en fait d'un certain état social. C'est ainsi qu'ils ont inscrit dans la Constitution « Il sera fait un code des lois civiles communes à tout le royaume ». Ce point est peut-être un détail pour vous, mais pour l'époque il veut dire beaucoup. Faire un code, ça paraît tout naturel de nos jours parce que nous sommes nourris d'une philosophie juridique rationaliste qui vient de la Révolution française, justement, et pas de l'Ancien Régime. Faire un code, c'est coucher par écrit des règles de droit, éventuellement toutes neuves, c'est ça le point important, au lieu de consacrer modestement par écrit, sous la dictée de l'expérience, des coutumes ancestrales. C'est l'esprit du siècle encore qui se traduit dans cette petite formule que Bonaparte, après les préparations et les tâtonnements des différentes assemblées de la Révolution, fera passer à l'acte par le Code Napoléon, qu'aujourd'hui on connaît mieux sous le nom de Code civil. La laïcisation de la monarchie, enfin, se fait dans le même esprit du siècle. Le fameux mariage mystique et sacramental entre le roi et la nation est remplacé par un mariage civil, symbolisé à travers la modification du titre du roi,
qui devient « Louis, par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'État, roi des Français », au lieu de, à l'époque, « Louis, par la grâce de Dieu, roi de France ». Roi des Français, ça implique qu'il relève de la souveraineté des Français, et donc qu'il règne par délégation de la nation souveraine, et non plus en vertu du droit divin ou de la tradition ininterrompue. Ça, c'est hyper important. Conséquence directe de l'esprit du siècle, dont je vous rappelle qu'il était surtout et avant tout tourné contre les dogmes de l'Église, les rapports vont rapidement se tendre entre les révolutionnaires et l'Église catholique romaine, avec notamment 2 décisions qui vont chambouler toute la France. La première, ça va être la confiscation des biens nationaux, et la deuxième, ce sera la constitution civile du clergé. Alors là, ces 2 décisions, elles vont avoir des conséquences politiques immenses sur la France et dont les effets vont se faire sentir pendant des siècles. Je précise qu'on les sent encore un peu aujourd'hui. Donc ça vaut la peine que je vous explique de quoi il s'agit. La confiscation des biens nationaux d'abord. Alors à la Révolution, ce qu'on va appeler les biens nationaux, en fait ce sont les domaines et possessions de l'Église ainsi que les propriétés de certains nobles. En 1789, la France est au bord de la banqueroute. Je rappelle que la convocation des États généraux résulte d'abord d'un problème de financement du royaume et le coup d'État du tiers n'a absolument pas résolu ce problème. Pour être honnête, Votre Majesté, les perspectives sont peu encourageantes. Le 10 octobre, Talleyrand, qui est alors évêque d'Autun, propose une idée radicale à la constituante. La nationalisation, puis la vente des biens de l'Église pour renflouer les caisses de l'État. Alors l'idée vient pas de nulle part. Petite ironie de l'histoire, je vous en avais promis, avant la Révolution, Talleyrand, qui appartenait au clergé, avait reçu de l'Église pour mission de réaliser l'inventaire des biens de l'Église. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a bien su valoriser cette expérience professionnelle. L'idée est jugée lumineuse. Le 2 novembre 1789, l'Assemblée constituante vote un décret déclarant que les biens du clergé sont, je cite, « mis à la disposition de la nation ». Alors là, on parle des cathédrales, des églises, des chapitres, des biens et biens-fonds des paroisses, des ordres monastiques et des communautés religieuses. Puis entre le 19 et le 21 décembre de la même année, l'Assemblée va prendre une série de décrets pour leur mise en vente partielle puis totale, ainsi que des biens du domaine de la couronne. Adossés aux biens nationaux sont créés les assignats, c'est-à-dire en gros un titre d'emprunt du trésor dont la valeur est gagée sur les biens nationaux. Concrètement, c'est un bout de papier qui dit que vous êtes en partie propriétaire d'un bien national et que l'État pourra toujours vous le racheter au prix marqué dessus. Du papier? Je vous ai dit que je voulais de l'or. Ces assignats valent plus que leur poids d'or. Vous pouvez les échanger contre tous les biens de l'Église que vous avez fait confisquer. Une fortune, quand vous voudrez. Si vous le dites, mon cher Montmorin. Politiquement, la vente des biens nationaux aboutit à un transfert massif des propriétés, et donc du pouvoir, de la noblesse et l'Église vers la bourgeoisie. Alors certains vont y voir un énorme filon, il y a des sacrées fortunes qui vont se créer, de manière pas toujours super légale, à ce moment-là. De fait, et en dépit des déclarations d'intention, il ne s'agit pas d'une redistribution destinée au peuple. Ces biens étaient par principe acquis et destinés aux particuliers, nombreux à l'Assemblée nationale, qui possédaient une créance sur l'État. Et le dispositif sera étendu en 1792 aux biens des émigrés, c'est-à-dire les nobles et royalistes qui ont fui le pays pour échapper à la Révolution. C'est la constitution civile du clergé ensuite qui va profondément fracturer la France et dont on ressent aujourd'hui encore certains de ses effets. La nuit du 4 août fait disparaître le clergé en tant qu'ordre politique, mais dès l'automne 1789, la Constituante se met à réfléchir à une nouvelle organisation de l'Église de France qui soit indépendante du pape et surtout soumise au gouvernement. Ces travaux sont confiés à un comité ecclésiastique qui est présidé par Trélard et qui soumet à la Constituante un rapport qui est adopté le 12 juillet 1790 et qui prend le nom de « Constitution civile du clergé ». Malgré beaucoup d'opposition, Louis XVI finit par donner son accord le 28 juillet et le décret est publié le 24 août 1790. En substance, ce nouveau règlement organise un nouveau découpage rationalisé des offices ecclésiastiques, à l'image du redécoupage en départements, supprime le clergé régulier,
confie l'état civil à des agents publics, modifie la nomination des prêtres et évêques, qui sont désormais élus, j'ai bien dit élus, et donne un statut public aux membres du clergé qui deviennent donc des fonctionnaires. Dur dans son contenu, c'est surtout son application qui va fracturer la France. Constatant que l'application de la Constitution civile est limitée, l'Assemblée nationale vote en décembre 1790 l'obligation pour les membres du clergé de prêter serment à la Constitution civile du clergé sous peine d'être démis de ses fonctions. Or, la majorité des évêques et près de la moitié des curés vont refuser de prêter ce serment exigé en janvier 1791. Cette obligation de serment va donc provoquer un schisme dans l'Église de France, c'est-à-dire une séparation, entre les prêtres qui vont accepter de prêter serment, qu'on va appeler les jureurs, et ceux qui refusent de prêter ce serment, qu'on va appeler les réfractaires. Mais le problème, c'est que ce schisme va aller bien au-delà du simple clergé et va se transmettre dans la population entre ceux qui vont être favorables à cette constitution civile et ceux qui vont y être opposés. Oui, puisque la plupart des prêtres réfractaires vont alors prendre le parti de la contre-révolution et vont entraîner avec eux leurs fidèles. Ainsi, ce sont parfois des provinces entières où la religion est encore très forte, où pourtant des paysans, artisans et bourgeois avaient pleinement soutenu le coup d'État du tiers. Ces provinces vont rejoindre l'opposition. Par exemple, dans l'ouest de la France, alors que des régions comme la Bretagne ou la Vendée avaient soutenu avec ferveur les débuts de la Révolution, elles vont devenir rapidement des foyers de troubles et de guerres liés à la contre-révolution. Et c'est donc véritablement une fracture en deux du pays que produit ce serment et qui va profondément enraciner des tempéraments politiques dont on trouve aujourd'hui encore des restes dans les analyses géographiques des votes. On voit, après cette revue rapide de tant de changements dans les principes sociaux et dans la structure même de la société, qu'il faut réviser l'idée que l'on se fait volontiers de l'Assemblée constituante, à savoir celle d'une assemblée assez modérée en fait, parce que nous la voyons uniquement à travers l'aménagement gouvernemental de la monarchie constitutionnelle. Et en réalité, cet aménagement a au fond peu d'intérêt par comparaison avec l'énorme ampleur de l'œuvre d'ensemble. Relativement secondaire est le fait que chez les constituants, l'esprit juridique est fortement freiné dans l'application pratique, l'esprit philosophique. Ce sont tout de même eux qui ont implanté les fondations essentielles du régime moderne, tel que le souhaitait en gros l'esprit du siècle. Et d'ailleurs à l'époque, les autres nations monarchiques d'Europe ne s'y sont pas du tout trompées. Bah oui, puisqu'elles étaient de structures semblables à la France d'Ancien Régime, c'est-à-dire aristocratiques, hiérarchisées, constituées avec des ordres et des corps fondés sur les privilèges et les préjugés hérités. Et donc elles ont parfaitement compris et très rapidement le danger de contagion que leur faisait courir la France nouvelle, immense chantier de démolition proposé en exemple au monde par l'universalisme français. Revenons à l'été 1789. Nombre de problèmes restaient à résoudre au moment où les députés allaient débattre des articles préliminaires du projet de constitution élaboré par le comité. Alors, l'Assemblée avait repris à son compte les principes de la souveraineté nationale et de la volonté générale, issus de la Déclaration, mais leur interprétation était loin d'être homogène. La Déclaration avait également défini la Constitution comme un instrument de séparation des pouvoirs, mais sans la définir plus clairement. Et donc, avant de venir nourrir l'ardeur de combattants innombrables en lutte contre l'arbitraire, la Déclaration laissait surtout planer beaucoup d'incertitudes. Avant de voir l'œuvre constitutionnelle de la Constituante, c'est-à-dire concrètement les réponses qu'elle va apporter aux questions relatives à l'organisation des pouvoirs, il faut d'abord étudier la vie politique de la Constituante. Pourquoi ? Parce que pour le dire assez crûment, c'est un joyeux bordel où tout un tas de forces politiques s'affrontent et où chaque décision ne pourra résulter que d'un compromis entre elles. Si on schématise, en simplifiant un peu, la vie politique de la Constituante s'est organisée autour des rapports entre le roi et l'Assemblée, rapports eux-mêmes influencés par des forces extérieures à l'Assemblée, et bien sûr le peuple de Paris, mais aussi des organes extralégaux qui vont se targuer de parler plus directement au nom du peuple que l'Assemblée prétendue nationale.
Vie politique qui va également être marquée par deux grands événements qui vont avoir des conséquences politiques majeures sur la période. Ce seront les Journées d'octobre avec la marche sur Versailles et la fuite de Varennes. On va voir que l'Assemblée, après avoir utilisé ses forces comme des alliés dans sa lutte contre l'aristocratie, finira plus ou moins débordée par ces forces qu'elle aura elle-même excitées. Alors, on peut résumer les rapports du roi et de l'Assemblée dans cette formule. Une confrontation chaotique et chaotée de deux méfiances. Méfiance indéracinable de l'Assemblée à l'égard de l'exécutif d'abord, c'est-à-dire le roi et ses ministres, toujours suspectés de conspirer. Toujours les mêmes abus, la même tyrannie. Et pourquoi? Parce qu'autour du roi, la même clique est en place, ces mêmes ministres qui lui cachent la vérité et qui nous trompent. Tandis qu'une série de comités de l'Assemblée, affaires étrangères, finances, militaires, etc., vont correspondre directement avec les services administratifs et donc vont court-circuiter le pouvoir exécutif. Dans l'autre sens, méfiance indéracinable du roi et de son entourage vis-à-vis de ce pouvoir nouveau, d'origine rebelle, fondé sur un principe, la souveraineté nationale, que le roi ne pouvait pas accepter. Je suis le roi. Comment peut-on partager ce qui est absolu? Alors le roi, qui était faible de caractère mais lucide, et sans doute beaucoup plus que son entourage d'ailleurs, se sait pris dans les filets d'une fatalité inéluctable, et donc il va biaiser, il va mélanger l'indécision, les concessions, les rétractations, etc. Cela convient-il à Sa Majesté? Là n'est plus la question. Il tâte les différents chefs de parti de l'Assemblée en ne donnant jamais qu'une demi-confiance, et il est toujours prêt à des sursauts contradictoires d'autorité. J'ai fait donner l'ordre au régiment de Flandre de gagner Versailles. Je reviens sur un mot qui vient d'être employé. Parti. Alors, parti, c'est un mot commode, mais il ne faut pas voir dans les partis de l'époque les partis politiques organisés comme on connaîtra le régime parlementaire, avec des membres qui se rattachent à un programme précis. Disons pour l'heure qu'il s'agit plutôt d'une communauté de pensée rattachée par des positions autour de quelques grandes questions. Une couleur, si on veut, couleur politique. Regardons donc la couleur et la composition de cette constituante. Et là, on va commencer à faire un peu d'histoire politique qui nous mènera progressivement jusqu'à nos jours. Et là, surprise, dans la constituante, on y trouve une gauche et une droite. Et oui, cette querelle sans fin de la France politique a son origine, non pas spirituelle, mais de langage et de terminologie, précisément en septembre 1789, lors de la scission du parti des Patriotes. Avant cette scission, il y avait d'une part les aristocrates, qui étaient les partisans de l'ordre ancien, et d'autre part les patriotes, qui étaient partisans de l'ordre nouveau, avec la prise de la Bastille qui servait de ligne de démarcation. D'un côté, les aristocrates avaient été horrifiés par la prise de la Bastille, et de l'autre, les patriotes soutenaient évidemment cet acte rebelle. Deux questions, j'y reviendrai d'ailleurs un peu plus tard, celle du veto du roi et celle de l'existence des deux chambres, vont provoquer une scission des patriotes en deux blocs, d'un côté les modérés et de l'autre les avancés. Et c'est ainsi que la députation du Dauphiné va se scinder en deux, avec d'un côté Mounier, partisan du veto absolu et des deux chambres, prenant la tête des modérés, et Barnave, opposé en tout point, qui va devenir le chef des avancés. Au vote, l'Assemblée va se prononcer pour le veto, mais seulement suspensif, et contre les deux chambres. Et donc, les modérés vont aller s'asseoir à la droite du bureau du président, et les avancés à sa gauche. Et donc, on voit apparaître deux camps, ceux qui s'assoient à droite du bureau du président, et qu'on va appeler la droite, et ceux qui se sont assis à la gauche du bureau du président, et qu'on va appeler la gauche. Les modérés, hommes qualifiés de droite donc, du type Mounier ou Malouet, voulaient en fait une monarchie à l'anglaise et pas du tout d'une république à l'américaine. On les appellera les monarchiens, puis les amis de la constitution monarchique, ou encore les impartiaux. Alors ces modérés, ils vont rapidement se briser à essayer d'arrêter le mouvement qu'ils ont eux-mêmes contribué à déclencher. Et s'ils sont qualifiés comme étant de droite par la position de leur siège, les aristocrates qui siègent avec eux les détestent sans doute encore plus qu'ils ne détestent les hommes de gauche.
Et ces modérés seront malheureusement les premiers à vérifier une dure loi de la politique propre aux périodes de tumulte, selon laquelle, je cite, « les individus n'acquièrent passagèrement de l'importance qu'à la condition d'aider la roue, et la roue les brise dès qu'ils essayent d'en arrêter ou d'en retarder le mouvement. » Et donc à la gauche, on a les patriotes dits avancés, par opposition, je rappelle, aux patriotes modérés, et cette gauche avancée, elle va continuer de se diviser en plusieurs centres de force à partir des journées d'octobre où Mounier, écœuré par la conduite des événements, s'enfuit et tente de soulever le Dauphiné contre l'Assemblée et Paris. Et donc au sein de cette gauche avancée, 3 centres névralgiques vont émerger autour de 3 meneurs politiques. D'abord Mirabeau, puis Lafayette, et ce qu'on va appeler le triumvirat, où ils étaient en fait 4, composé de Barnave, Duport et les frères Lameth. Mirabeau d'abord, à la politique personnelle, capricieuse et incompréhensible aux non-initiés. On apprendra d'ailleurs plus tard ses relations secrètes avec la cour et le fait qu'il avait été acheté par la cour, même s'il ne touchait de l'argent que pour rester de son propre avis et pour essayer, vainement d'ailleurs, de faire triompher ses idées sur la monarchie limitée. Comme il le disait lui-même, « Je suis l'homme du rétablissement de l'ordre, mais non du rétablissement de l'ordre ancien ». Globalement, lui, il entend consolider dans la monarchie les résultats acquis par la Révolution. Selon vous, que faut-il faire? Accepter la Constitution. C'est-à-dire notre perte. Votre sauvegarde. Toujours vos paradoxes. Madame, ayez confiance dans votre peuple. Jetez-vous dans ses bras. Il vous ouvrira son cœur. Le roi régnera, mais à travers une constitution. Lafayette ensuite. Alors Lafayette, c'était le demi-dieu de la bourgeoisie aisée, solidement établi sur son piédestal de général de la garde nationale, même s'il se donnait un peu parfois des airs de maire du palais. Alors Lafayette, il avait en main la seule force qui compte en temps de révolution, la force révolutionnaire, c'est-à-dire les gardes nationaux issus de la milice parisienne mise sur pied avant le 14 juillet. Et pendant plus d'1 an, le héros des deux mondes a sans doute été l'homme le plus considérable de France parce qu'il a su rassurer la bourgeoisie contre le double péril qui la menaçait à droite par les complots aristocratiques et à gauche par les aspirations confuses et bellicistes des prolétaires. Le problème, c'est que la cour déteste Lafayette et joue de Mirabeau contre lui, même si personne n'ose faire de Mirabeau, discrédité par ses vices, le Richelieu qu'il rêvait d'être. Le triumvirat à 4 ensuite est composé d'un bourgeois, d'un noble de robe et de 2 nobles libéraux. Tous jeunes, ils avaient entre 30 et 32 ans, et tous d'ardents défenseurs de la Révolution. Et donc eux, ils figurent la gauche du parti patriote, la gauche de la gauche. Eux, ils estiment que les droits conquis au 14 juillet et au 4 août ne sont pas vraiment à l'abri et qu'il reste encore des droits à conquérir. C'est pourquoi leur cri de guerre est méfiance envers l'exécutif, cet exécutif que Lafayette voudrait au contraire, après les journées d'octobre, renforcer et que Mirabeau rêve de présider. Et donc on voit qu'il y a des positionnements assez différents entre ces 3 centres de force. Sauf que pour gouverner, il faut des alliances, et donc entre ces 3 centres de force, il va y avoir des rapprochements aux formules variables. Et toutes les combinaisons vont y passer. Mirabeau et Lafayette, Mirabeau et les triumvirs, Lafayette et les triumvirs, etc. Alors ce sont d'éphémères coalitions vite dissoutes, car les intérêts et les tempéraments étaient trop différents, et surtout les antipathies personnelles trop vives. Globalement, en fait, ils se détestaient tous, et c'est là, de tout temps, une clé de l'histoire politique. Dans les faits, pourtant, ils voulaient tous à peu près la même chose, une monarchie constitutionnelle. Tous d'ailleurs sont rentrés en tractation secrète avec la cour, car tous avaient un ennemi commun réel, le dernier joueur de la partie, l'extrême gauche.